Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire de la semaine de la qualité de vie au travail, ce webinaire intitulé « Quelle place pour le travail dans la transition écologique des entreprises ?» Alors, avant de passer à la présentation des intervenants et des intervenantes, un petit mot sur les missions du réseau Anactaract. Donc, le réseau Anactaract a pour mission de promouvoir les conditions de travail en agissant sur deux leviers principalement, l'organisation du travail et les relations professionnelles, ce qui est dans le contexte actuel de transformation importante des entreprises, finalement un enjeu important. Et puis, de façon associée, le réseau Anactaract a pour aussi mission de fabriquer, de construire et de rendre accessibles aux entreprises des outils pour enclencher des démarches vertueuses en faveur de l'amélioration de la qualité de vie au travail et de la performance. Alors, notre diaporama là a sauté, c'est parti, on reprend. Alors, ce webinaire prend place dans la semaine pour la qualité de vie au travail. C'est traditionnellement, tous les ans, le réseau Anactaract organise cette semaine. C'est l'occasion de creuser une thématique particulière. En l'occurrence, là, c'est le travailler ensemble. Comment on peut construire finalement des environnements de travail et aussi de hors-travail, impliquant également les territoires, pour travailler ensemble, faire équipe et coopérer. Et puis, c'est aussi l'occasion, la semaine de la qualité de vie au travail, de mettre en avant des entreprises pour leurs pratiques innovantes et qui peuvent inspirer les autres entreprises dans ces démarches d'amélioration des conditions de travail. Alors, pour animer ce webinaire, voilà, je vous présente les différents intervenants et intervenantes. Dans un premier temps, Xavier Leroy et Nathalie Delalot, qui sont chargés de mission à l'ARACT Hauts-de-France et Normandie, reviendront donc sur les enjeux de la nécessité de poser la question du travail dans la transition écologique. Madame Rouxel, qui est responsable RH administratif et financière de Normandie Attractivité, ouvrira une séquence témoignage pour nous montrer comment ce territoire travaille les enjeux de la transition écologique. Et puis ensuite, monsieur Stéphane Christeter et madame Virginie Morgano, respectivement donc dirigeants de l'entreprise Malanguet et puis responsables de communication, nous ouvrirons un deuxième temps de témoignages. Donc, sur ce qu'a mis en place l'entreprise Malanguet, qui est une entreprise implantée dans le Nord et qui fabrique des packaging en matériaux recyclables pour l'industrie de façon assez diversifiée. Et puis, nous terminerons avec Mickaël Verdier, qui est chef de projet REF3 à la CCI Hauts-de-France, pour engager à ce moment-là une discussion avec l'ensemble de nos intervenants sur la façon finalement de mettre en œuvre Petit problème de son avec Laurence. Xavier, je peux te laisser prendre le relais. Très bien. Effectivement, nous recevons donc en dernier témoignage Monsieur Verdier, qui est donc chef de projet à la Chambre de commerce et d'industrie de Hauts-de-France, qui va nous parler un peu du programme REF3, la révolution industrielle, qui est lancé dans les Hauts-de-France. Et nous finirons par une table ronde par rapport aux enjeux, notamment, par rapport effectivement aux enjeux territoriaux, ce que ça implique, la coopération qu'il faudrait mener, et puis voilà, un échange pragmatique avec les entreprises auxquelles on a pu avoir des témoignages. Pourquoi cet intérêt Ce que je vous propose, c'est pourquoi cet intérêt sur le thème du travail dans la transition écologique. Les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes en entreprise, d'accord, indépendamment du contexte qu'on vit, après la pandémie et puis la reprise économique.
Cela sous forme d'engagement politique, soit sous forme d'engagement politique RSE ou d'éco-conception, soit à travers des politiques publiques incitatives. Notamment, on va aborder le projet REF3 en région Hauts-de-France. En fait, dans les deux cas, il y a toujours une partie visible et invisible. D'accord ? Visible, c'est la communication qu'en font les entreprises sur ces thématiques. Et invisible, le travail et ses conditions de réalisation. Donc, les projets en lien avec l'écologie, comme tous les projets, en fait, conduisent à des évolutions qui concourent à la modification des conditions de travail, et les changements des processus productifs ont des effets sur l'environnement. Donc, il s'agit, dans le cadre de ce webinaire, en fait, d'échanges qu'on va avoir, c'est de considérer la place et le sens du travail comme des facteurs clés de la transition écologique des entreprises et de la soutenabilité des écosystèmes territoriaux. Alors, il y a déjà un point de départ. Donc, Nathalie, je te propose, moi, d'aborder la question de la RSE. Ton micro. Oui, alors bonjour, Nathalie Delallot, chargée de mission à la RACT Normandie. Alors c'est vrai qu'en Normandie, on a un historique, on a pu accompagner de nombreuses démarches collectives et également des démarches individuelles autour d'accompagnement de TPE et de PME sur les enjeux autour de la RSE et notamment en mettant en avant la question du volet social et notamment avec ce que je vous mettais sous le thème qui était donc investir dans le volet social, un levier d'innovation et de performance durable. Donc c'est à partir de ces enseignements, de ces accompagnements qu'on a souhaité avec Xavier vous partager des éléments, des enseignements juste dans la foulée. Donc voilà, dans les 2-3 minutes qui suivent cet échange. Au niveau des Hauts-de-France, en fait, à l'origine, le point de départ, c'est une étude aussi exploratoire qui a été réalisée sur les liens entre écologie et travail. Il y a 8 TPE-PME qui ont été interviewés avec des effectifs allant de 2 à 60 salariés dans des secteurs d'activité de l'alimentaire, de l'industrie, du service. L'objectif des questionnements, c'était d'identifier les préoccupations écologiques, la place des préoccupations écologiques au sein des entreprises, les projets qui avaient pu être menés en lien avec la transition écologique, les effets de ces projets et les freins à ces projets, et notamment, nous, par rapport à la RAC, les besoins repérés par rapport à un possible accompagnement par la suite. Alors, justement, avant de rentrer dans les enseignements à la fois de l'étude menée par mes collègues et puis donc les enseignements des accompagnements qu'on a pu mener en Normandie, je souhaitais juste rapidement qu'on puisse sur la question de la RSE, en tout cas se partager un vocabulaire commun. L'idée de savoir qu'est-ce qu'on met sous la question de la RSE. Donc c'est vrai que c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale, mais aussi dans leurs relations avec leurs parties prenantes. Donc ça veut dire notamment les salariés, les sous-traitants, etc., etc. Donc, c'est une démarche qui s'appuie sur l'articulation de 3 volets, donc à la fois la question environnement, économie et la question du social. Et l'idée, c'est de trouver, en tout cas l'objectif, de trouver un équilibre cohérent entre une efficacité économique, une équité sociale et la préservation de l'environnement. Donc voilà, donc c'était juste qu'on puisse avoir un minima de partager ce que c'est que la RSE. Et c'est vrai que dans ce contexte, en tout cas les entreprises qu'on a pu accompagner, il existait une multitude de raisons. En tout cas pour engager une démarche RSE. Alors tout d'abord, bien sûr, il y a la question de la conviction, et notamment la conviction du dirigeant par rapport à ces enjeux-là. Et on le verra, c'est un des facteurs de réussite, cette question de conviction. Mais également aussi pour répondre à des enjeux d'attractivité, pour attirer des talents ou pour réduire le turnover. On a aussi des entreprises qui s'engagent pour gagner de nouveaux marchés, ou à minima pour des raisons de survie. On voit certains appels d'offres demandent que les structures qui répondent soient engagées dans une RSE, c'est une des conditions. Ou encore pour des questions réglementaires, peut-être que certains d'entre vous sont concernés. Certaines entreprises ont une obligation, notamment de rendre compte par rapport à des indicateurs de la RSE, ou aussi pour certaines structures d'être, justement Xavier en parlait en introduction, cette question de répondre à des nouvelles normes aussi, qui ont pour effet de réduire les impacts environnementaux et qui interdisent notamment certaines matières. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, dans tous les cas, quelle que soit la situation ou la raison d'entrer dans une démarche RSE, on a retrouvé une diversité d'entreprises.
Donc allant sur le type 3 hein, que vous avez à l'écran, c'est des entreprises où les actions sont complètement déconnectées entre elles. On a parfois alors ce qu'on peut appeler voilà, du greenwashing, pardon. Donc on est uniquement dans la communication ou de la saupoudrage d'actions, à des structures où, sur le type 2, où on va déjà un peu plus loin sur de la mise en place d'actions, mais qui est plutôt orienté économie et environnement, notamment avec des actions qui sont perçues sur de la technico-technique, et la partie sociale est un peu le parent pauvre, ou en tout cas déconnectée de ces démarches-là, à des structures qui, au contraire, sur le type 1, articulent complètement les 3 volets. Chaque action, peu importe l'entrée, hein, que ce soit environnement, économie ou social, interroge les 2 autres et en tout cas prennent en compte l'impact que cela peut amener. Et donc, c'est vrai que dans ces structures-là, on passe alors d'une RSE ou en tout cas d'une transition écologique, non pas passive, mais justement à des structures, des organisations qui se transforment, notamment en prenant en compte et en développant la qualité de vie au travail et l'amélioration des conditions de travail. Et donc, je sais, alors là, je vais plutôt laisser la parole à Xavier, mais je pense dans votre étude, vous avez aussi identifié des profils un peu comme cela. Oui. Tu as raison. En fait, on trouve une typologie similaire. On a effectivement ce type d'entreprise type 3, ça rejoint un peu celle que tu décris, en fait, où l'écologie est plus perçue comme une pratique ponctuelle. Hein. On a en tête, effectivement, lié au réglementaire. Moi, j'ai en tête, effectivement, une entreprise de produits alimentaires qui a été contrainte de substituer un produit chimique interdit en France. Donc, elle l'a fait dans le cadre de son process, mais elle a maintenu l'ancien aussi, parce qu'en fait, cette réglementation ne s'applique pas en Europe. Tu vois, donc, c'est vraiment sous la contrainte que ce genre de choses est fait. Effectivement, après, on a l'entreprise de type 2, où sont des entreprises qui ont plutôt une pratique plutôt diversifiée, des pratiques écologiques plurielles, mais sans faire le lien avec les 3 piliers, quoi. D'accord. On a par exemple des entreprises qui lancent un produit innovant qui, pour l'industrialiser, passe par des sous-traitants. Elles ont bien conscience qu'il faut faire de la traçabilité, hein, parce qu'en fait, ça vient se greffer dans d'autres process. Mais la question, effectivement, de faire le lien avec le social n'est pas forcément présente et elles n'ont pas cette visibilité. Ensuite, on a effectivement cette entreprise de type 1 où en fait l'écologie, c'est une pratique structurante. Et ce qui est assez, entre guillemets, bluffant dans ce type d'entreprise, on va voir notamment l'exemple de Malanguet, l'entreprise Malanguet, après dans le témoignage, c'est que c'est des entreprises qui, en fait, ont réussi à concilier les 3, et ce sont aussi les entreprises qui ont le plus d'impact au niveau, je veux dire, qui réussissent économiquement, qui ont le plus d'impact aussi en termes d'environnement. En fait, on pourrait se dire pourquoi cet investissement sur le pilier du social. Bon, ça peut être corrélé avec effectivement les préoccupations écologiques du dirigeant, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein. C'est qu'en fait, l'appui sur les salariés, c'est un des leviers qui fait que la transition écologique se passe bien. Et en effet, ces entreprises de type 1 s'inscrivent complètement dans leur territoire, en local, dans leur écosystème, et c'est d'autant plus intéressant. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les effets positifs de cette articulation sur la QVT ? Pour reprendre, en fait, d'abord, un effet positif, c'est la reconnaissance du travail et des savoir-faire. Pour reprendre l'exemple de ces entreprises qui arrivent à combiner les 3, on prend un exemple, ce sont des entreprises qui s'engagent sur la voie de l'écologie, en fait, lancent un nouveau produit, par exemple, je prends un exemple, hein, lance un nouveau produit dans un process qui est déjà connu. Et en fait, qui ont besoin du savoir-faire de leurs salariés, des savoir-faire intégrés, des connaissances d'utilisation pour passer ce cap. Hein. Et dans ces entreprises-là, effectivement, il y a une reconnaissance du travail et des savoir-faire. Aussi, il y a aussi le développement des compétences. Hein. Au niveau développement des compétences, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, elles sont confrontées à quelque chose de nouveau, où tout le monde doit apprendre. Donc, il y a une montée en compétences de l'ensemble de la structure. Et pour que ce soit pérenne, il faut que cette montée, ce développement des compétences soit, soit dans le long terme, et qu'on puisse même, face à certaines problématiques complètement nouvelles, aller chercher des compétences à l'extérieur, voire aussi valoriser les compétences, cette montée, ce développement des compétences en interne via, par exemple, je prends l'exemple, mais je pense que M. Kerstetter de Malanguet en parlera, la valorisation par un diplôme.
Du coup, c'est Oui, bon ça? oui, Pardon, c'est bon. Je ne savais pas si tu avais fini ta phrase. oui, si, votre enfant. Donc oui, en effet. Alors c'est vrai que pour continuer hein, sur les effets en tout cas sur votre étude, vous avez identifié, c'est vrai qu'on a pu aussi compléter d'autres effets sur cette articulation, sur la question de la qualité de vie au travail. Et c'est vrai que les entreprises qu'on a pu accompagner se sont positionnées à la fois dans une logique de réflexion et d'action. Et cette mise en œuvre ou cette mise en mouvement leur a permis notamment d'aborder des questions, hein, comme tu disais, la question de l'engagement à tous les niveaux, l'information, etc. Et c'est vrai qu'au final, ils ont pu avoir sur le long terme, ou enfin un court et un moyen terme aussi, hein, mais des actions ou en tout cas des effets à la fois sur la question de la baisse des accidents du travail, la question du turnover, hein, je le parlais hein, sur la question des enjeux autour de l'attractivité, mais aussi sur la question de l'autonomie, le sens au travail, justement en étant associés à la réflexion, donner corps à leur mission, mais également aussi développer d'autres formes de management. En tout cas, ça a pu être une sortie possible des actions autour de la RSE, notamment sur le volet social, le décloisonnement des services et des organisations, et enfin, sur la question du dialogue social et des relations de travail. Et justement, alors par contre, peut-être dans les enseignements qu'on a pu identifier dans la continuité, c'est cette question j'ai appuyé sur le bouton trop vite. La question de la place du dialogue social. Et en effet, alors c'était peut-être un contexte au début des accompagnements qu'on a pu avoir. C'était en tout cas le CSE et les salariés. Alors nous, on est convaincus et que ce sont des acteurs clés. Et pourtant, notamment le CSE hein, sollicite peu et lui-même est peu sollicité hein, sur ces sujets de RSE. Justement, peut-être parce que c'est une dimension trop environnement, ou en tout cas peut-être pas assez rattaché au terrain au départ. Et donc c'est vrai que on a dans les premiers temps eu du mal, en tout cas, voilà, d'aller à la rencontre de ces CSE pour les associer, pour leur montrer qu'ils avaient tout intérêt à être participants et à être acteurs de ces sujets-là. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que les démarches RSE peuvent se faire au niveau des sièges et sont parfois déconnectées des enjeux du terrain. Voilà. Oui, effectivement, ce que tu dis, effectivement, le CSE comme les salariés hein, sont des acteurs clés. Hein. On oublie de les solliciter. Alors, la perception des salariés, en fait, elle est à géométrie variable, hein, entre guillemets, par rapport à ces questions de transition écologique. Hein. En fait, on observe soit de l'indifférence, soit effectivement il y a comment dire, soit effectivement on peut avoir des effets plutôt, je veux dire, voire des effets négatifs quand les évolutions, hein, ça impacte leur quotidien de travail. Soit ça dégrade leurs conditions de travail, soit ce sont des choix, le passage à la transition écologique de l'entreprise qui se font au détriment de la valorisation salariale, soit même une peur par rapport à ce choix stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a certains salariés, quand les entreprises décident de passer à la transition écologique, c'est structurant, ont peur pour leur emploi. Et donc, si on ne prend pas en compte ces salariés, ça peut être entre guillemets, un obstacle supplémentaire qui vient se greffer à d'autres dans le cadre de ce passage à la transition écologique. Alors, ce qu'il faut, je te laisse faire, je te laisse suivre, Nathalie. Hein. Non, mais c'est peut-être, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vu, enfin, qu'on a identifié tous les deux, que ce soit dans votre étude ou dans les accompagnements, c'est que cette prise de conscience, que ce soit du CSE ou des salariés, ça s'est vraiment fait dans l'action. Justement, à partir du moment où on a fait le lien avec les enjeux autour du travail, de pouvoir se rendre compte qu'en effet, ils avaient tout à fait leur place et que c'était intéressant pour eux. Et que notamment, cette question d'être force de proposition, elle venait naturellement et l'engagement sur le long terme se fait aussi rattaché à ces questions d'action. Oui, tout à fait. Ce qu'on observe effectivement dans le cadre de notre étude, hein, pour rebondir là-dessus, c'est que quand effectivement les entreprises réussissent à concilier ces trois piliers hein, de la RSE et compagnie, ce qu'on voit, c'est et que ça marche, hein, que le passage à la transition écologique se fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement de perception à 180 degrés des salariés qui étaient opposés au départ, en fait. Hein. C'est-à-dire à tel point que certains s'engagent dans des projets locaux en entreprise en lien avec l'écologie, voire ramènent cette perception chez eux, quoi, dans le cadre du privé. Ouais. Alors peut-être.
Dans la continuité de ces échanges, alors c'est vrai qu'on aurait voulu avoir, on pourrait passer une journée entière sur les enseignements à la fois de l'étude et des accompagnements. On a souhaité, avec Xavier, à minima, vous présenter les critères de réussite, en tout cas par rapport à ces entreprises, qu'on vous disait sur le type 3, qui articule les 3 piliers, qui associe l'ensemble de ces parties prenantes et notamment de ses salariés, etc. Sur les critères de réussite identifiés. Donc la première, et c'est vrai que je vous disais en introduction, cette question des convictions et en tout cas de l'engagement du dirigeant. C'est un critère essentiel. La question de l'engagement et de la participation des salariés. Mettre la qualité de travail au cœur des transitions écologiques. Donc là, c'est vraiment notre ADN en tant qu'Aract, mais on est convaincu que cette question de la qualité du travail, de le prendre en compte, est extrêmement important, et en tout cas est un critère de réussite. Et puis de pouvoir lier les enjeux de transition, les rattacher au terrain pour que justement ces salariés soient, comme le disait Xavier, s'engagent et soient force de proposition et soient actifs. Et puis donc vraiment cette idée d'articuler ces 3 piliers. L'idée, c'est pas que l'un des piliers soit manquant ou soit le parent pauvre. C'est vraiment d'articuler ces 3 dimensions. Et puis enfin, et là je vais laisser Xavier notamment parce que c'est aussi le sujet de notre table ronde sur la question de ce dernier critère de réussite que vous avez particulièrement identifié, en tout cas dans votre étude. Tout à fait, ce dernier, c'est l'appui sur l'écosystème local, quoi, et la recherche et développement. Ce qu'on voit, c'est effectivement l'appui sur l'écosystème local, c'est un levier fort. Quand on dit appui, c'est l'appui institutionnel, l'appui de la profession, l'appui des clients fournisseurs. Alors, pour prendre un exemple, on a une entreprise de boulangerie bio qui a le souhait de travailler dans une dynamique de filière. Et ce qu'on voit, c'est que cette filière du pain biologique, elle va du producteur de céréales jusqu'au consommateur. Et c'est une filière qui est accompagnée par les acteurs institutionnels locaux que sont le CERCIA, la Chambre d'agriculture ou encore Agrobio, quoi. Et effectivement, c'est un levier fort. Tout comme ces entreprises, forcément, ça réinterroge des nouveaux process, des nouveaux produits, s'appuie sur, effectivement, il y a des enjeux recherche et développement, s'appuie sur des laboratoires, des coopérations avec les laboratoires et des universités. Pour passer ce cap, j'ai en tête effectivement une entreprise qui fabrique des brosses à dents, mais à partir de matériaux recyclables, des déchets de plastique, mais aussi des déchets végétaux recyclés, quoi. Et effectivement, il y a tout un enjeu derrière à l'avenir en ce qui concerne, tout ce qui est l'éco-conception, par rapport, le bioplastique. Donc, il y a vraiment une nécessité de s'appuyer. On voit que ces entreprises s'appuient sur le local et la recherche et développement, quoi. Et c'est un des critères de réussite. Alors justement, dans la continuité de ces questions autour du local, ce que je vous propose, alors sauf si vous avez des questions, s'il y a des questions dans le chat, c'est peut-être passer au témoignage justement pour illustrer ce qu'on vient de vous présenter avec Xavier. Apparemment, il n'y a pas de questions. Alors justement, je vais commencer par Normandie Attractivité, donc notamment avec Nathalie Roussel, qui est responsable RH, enfin responsable ressources humaines, administratives et financières, si je me trompe pas, et qui donc pour vous présenter, alors très rapidement, mais je laisserai Nathalie Roussel se présenter plus en détail, mais Normandie Attractivité a pour mission notamment de dynamiser et de faire rayonner notre belle Normandie. Alors, je vais être un peu, voilà, notre belle Normandie en France et à l'étranger, et notamment en fédérant des partenaires, entre autres, et puis donc pour développer un écosystème autour des enjeux d'attractivité. Donc, je vous laisse peut-être présenter très rapidement Normandie Attractivité pour que tout le monde puisse mieux vous connaître en termes de mission, et comme ça nous éclairera sur la suite de votre témoignage. Très bien, merci Nathalie. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Effectivement, l'agence Normandie Attractivité
a été créé en 2017 à l'initiative de la région Normandie, suite à la réunification en fait de la Haute et de la Basse Normandie pour impulser une démarche de marketing territorial à l'échelle du territoire. Sa mission principale, comme le disait Nathalie, c'est de dynamiser, faire rayonner le territoire à travers 3 thématiques fortes que sont faire rester, faire venir et faire émerger. Tout cela en impulsant un mouvement fédérateur autour des valeurs, de l'identité et des atouts de la Normandie. Concrètement, au quotidien, Normandie Attractivité fédère donc l'ensemble des Normands pour les rendre prescripteurs actifs de leur région, fait rayonner le territoire donc en France et à l'international et a créé cet écosystème d'attractivité que vous voyez à l'écran. On nous a demandé de choisir une diapo et c'est celle que je trouve la plus parlante parce qu'on est très dans la co-construction et donc elle anime et elle développe, elle continue à développer cet écosystème d'attractivité régionale. Alors il est composé de l'ensemble des forces vives du territoire, entreprises, associations, organismes parapublics, mais aussi de l'ensemble des collectivités et puis donc des Normands que nous appelons dans notre jargon les ambassadeurs, donc normands et amoureux de la Normandie. Et puis bien sûr, on travaille en collaboration avec des agences de développement économique, du tourisme, du marketing territorial aussi. Alors si je voulais que cette slide apparaisse, c'est parce qu'elle a toute son importance. Comme vous pouvez l'entendre, l'ambition de Normandie Attractivité est plutôt très grande et l'équipe est toute petite, puisque nous sommes 11 collaborateurs au sein de Normandie Attractivité. Et donc, on a besoin de s'appuyer, de travailler pour et avec cet écosystème, ce grand réseau d'attractivité locale. Pour faire avancer les choses, pour construire la Normandie d'aujourd'hui et de demain. Alors, tout ça derrière un étendard commun qui est la marque Normandie. Je ne vais pas aller sur ce terrain, ce serait beaucoup trop long. Juste vous dire simplement qu'elle porte des valeurs fortes, parmi lesquelles l'engagement dans le développement durable. Donc, c'est un sujet que l'on partage et que l'on partage haut et fort à chaque fois qu'on en a la possibilité, bien sûr. Et d'autant plus depuis notre dernière étude, puisque on a décidé de démarrer une étude sur le territoire en 2019 suite à des problématiques récurrentes de recrutement. Et cette étude nous a permis de comprendre un certain nombre de choses et notamment nous a fait prendre conscience d'un écart qu'il y avait entre l'image très bucolique de la région et malheureusement pas suffisamment professionnelle et économique, sur le manque d'attractivité de nos structures, de nos entreprises et sur des pratiques RH un petit peu anciennes, avec en parallèle des candidats qui, eux, étaient en quête de sens, en quête d'entreprise engagée dans le développement durable, en quête de qualité de vie, de bien-être au travail et de pratiques RH innovantes et modernes. Donc, on s'est dit qu'il y avait un réel enjeu ici pour nos entreprises normandes. Et tout de suite, le sujet de la RSE est arrivé et s'est positionné comme un réel levier pour répondre à cet enjeu. Alors, justement, je me permets de vous poser la question. Alors, vous avez lancé une action en partenariat, voilà, depuis quelques temps maintenant. Est-ce que vous pouvez donc cette étude, qu'est-ce qui vous a amené à justement associer de nombreux partenaires? Alors, c'est notre pratique au sein de Normandie Attractivité. Comme je vous le disais, on a besoin et on a surtout envie de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire parce que quand on est dans la co-construction, on se rend compte que ça rend chacun acteur et responsable du sujet, qu'on avance beaucoup plus et c'est très positif. On avait un groupe de travail qui nous a permis de mener cette étude et on a eu envie de l'enrichir pour aller sur le terrain de la RSE. Tout pilier confondu, bien sûr, mais principalement sur le volet social parce que c'est le petit point faible qu'on a identifié ici.
Alors, justement, est-ce que, d'après vous, la RSE, en tout cas pour les entreprises, devrait s'appuyer davantage sur ces questions autour de la qualité de vie au travail, les conditions de travail? Est-ce que c'est la dynamique? Alors, je sais que vous avez lancé justement vous êtes en train de le construire, d'avoir un espace ressources justement sur ces questions-là. Effectivement, on s'est rendu compte, quand on s'est plongé dans le sujet, que c'était un sujet tentaculaire et que c'était compliqué, que ça pouvait faire peur à des petites structures. Et on s'est demandé comment on allait pouvoir impulser, favoriser le passage à l'action de l'ensemble des entreprises, parce qu'effectivement, on est convaincu que le volet social, la qualité de vie au travail est un élément fondamental pour les entreprises. On sait très bien que des collaborateurs heureux au travail sont des collaborateurs qui sont engagés, qui vont être performants, qui vont rendre l'entreprise performante et qui vont la rendre, qui vont faire évoluer sa notoriété et puis la rendre plus attractive. Donc oui, on a eu envie de leur mettre à disposition, comme vous le disiez, on est en train de la créer, une plateforme totalement dédiée au sujet, dans laquelle on va retrouver d'abord les fondamentaux, mais notre vraie valeur ajoutée, c'est que on va pouvoir partager vraiment des outils concrets sur tous les sujets. On va mettre en valeur, on le fait déjà à travers des vidéos, des témoignages, toutes les bonnes pratiques pour inspirer d'autres entreprises et d'autres collectivités. On est même plus sur de la RSO que de la RSE, puisque là, on s'adresse aussi aux collectivités, à toutes les organisations, en fait. Voilà, on a envie aussi d'informer sur les aides qui existent, sur l'actualité du sujet. Voilà, je peux pas trop. J'ai beaucoup de choses à dire, mais n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord. Alors justement, et vous en tant que structure, est-ce que vous avez vous-même engagé une démarche RSE? Alors, oui, vous le savez, Nathalie. En fait, on est 11, on n'a aucune obligation réglementaire. On a eu aussi l'envie la volonté d'articuler les 3 piliers, mais il y a un sujet qui nous tient vraiment à cœur au sein de l'équipe, c'est la qualité de vie au travail. Donc, on a eu envie de rentrer dans la RSE par ce biais-là. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'ARACT. Moi, j'avais déjà travaillé avec l'ARACT précédemment sur d'autres sujets tels que la GPEC, etc. Et je savais que je pourrais y trouver un accompagnement positif. Et c'est tout récent, puisque ça fait quelques semaines qu'on s'est... En fait, ça nous trottait dans la tête depuis longtemps. Et puis, le fait de lancer cette démarche régionale co-construite, on s'est dit aussi que c'était le moment d'y aller et d'être exemplaire. Donc, voilà, on s'est lancé. On a fait ensemble notre autodiagnostic. On a identifié nos pistes d'amélioration et nos priorités. On a déjà avancé depuis la semaine dernière, donc on est plutôt très contents. Je crois que c'est parce qu'on a choisi de mettre ce projet au cœur de l'entreprise. On a souhaité que l'ensemble du personnel y participe à ce diagnostic, participe aux pistes d'amélioration, à la définition des priorités. On est plutôt dans le management participatif au sein de la structure et on sent vraiment les bénéfices. Pour moi, c'est un des éléments clés, le management plus spécifiquement, mais le management participatif aussi. Et donc, voilà, mettre cette démarche au cœur de l'entreprise comme un outil collaboratif de cohésion d'équipe, de libre expression, c'était notre volonté et on est content du résultat à ce jour. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions sur votre témoignage. Alors, je vais peut-être laisser 2-3 minutes si des personnes souhaitent réagir. Pour l'instant, pas de questions. Pas de questions pour le moment, effectivement. Du coup, Xavier, je te laisse la main. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde effectivement le second témoignage de notre webinaire avec l'entreprise Malanguet. Voilà. Alors, donc, nous accueillons donc Stéphane Kerstetter, qui est dirigeant de Malanguet, et Virginie Morgano, qui est responsable action commerciale web et marketing au sein de la même structure. Alors, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est je vais vous décrire l'entreprise Malanguet. Je vais la décrire, contrairement au témoignage précédent, je vais la décrire moi-même. Ça me fera un plaisir aussi.
ce jeune employé que j'apprécie, entre autres. Donc, Malanguet, en quelques mots, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'emballages qui est 100% recyclable. Elle est située dans les Hauts-de-France, à Flers-en-Escrobieux, dans le département du Nord. Un effectif de 24 salariés, un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en progression constante, 10% en 2019. Un développement international en cours. Alors, Malanguet est une référence au niveau du développement de l'emballage recyclable. Il y a 70% de ces produits qui sont recyclables. L'objectif étant d'aboutir à 100% en 2023, ce qui est une contrainte qui va au-delà de ce qui est demandé au niveau national. Au niveau national, c'est pour 2025. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est le management qui est mis en place à Malanguet, c'est un management qui met l'accent sur l'autonomie et le développement des compétences. Bonjour. Bonjour Monsieur Kirstetter. Bon, je crois que j'ai des petits soucis de caméra, j'arrive pas à l'activer et pourtant tout à l'heure elle marchait. Bon, bah, écoutez, on va se débrouiller quand même. Ce que je vous propose, c'est que on passe à notre échange. Alors, la première question que je voudrais vous poser, Monsieur Kirstetter et Madame Morgano, c'est l'entreprise Malanguet est passée de l'impression traditionnelle à la production d'emballages 100% recyclables. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit initialement à faire ce choix et quels sont les écueils et les ressources sur lesquelles vous êtes appuyé pour faire cette transformation, sachant que quand je parle effectivement de ressources, c'est les appuis locaux dont vous avez pu disposer. Oui, bien sûr. Donc, en fait, la démarche sur l'environnement, c'est déjà quelque chose qui avait démarré dans les années 2008, parce qu'on a été le premier imprimeur dans le Nord à opter pour la détermination imprime vert. Ensuite de ça, on a fait en 2013 un bilan carbone qui nous a permis de constater qu'en fait, notre production représentait que 17% du bilan carbone d'un emballage qu'on allait produire et que tout le reste, en fait, était supporté par le support que l'on utilisait. Parce que jusque-là, on a utilisé beaucoup de supports qui pouvaient contenir plusieurs matériaux, du plastique, de l'aluminium, etc. Et quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, il faudra absolument qu'on travaille sur ce type de matériaux pour faire chuter notre bilan carbone. Et il faut dire que dans notre clientèle, on a 60%, on est principalement à 80% dans l'agroalimentaire, mais en fait, on a 60% quand même de nos productions qui sont destinées au secteur bio. Et il est vrai qu'on a été sollicité par nos clients dans la bio pour supprimer justement les éléments qui ne sont pas recyclables, tels que l'aluminium quand il est complexé ou le plastique quand il est complexé. Et donc, c'est la démarche que l'on a initiée avec un client, donc qui nous a vraiment soutenus et qui a accepté de nous confier 100% de ses productions si on réussissait à mettre en place ce type d'emballage. Et on a intégré après, en même temps, l'événement REF 3, qui nous a permis en fait de rentrer par l'accès innovation et développement économique. Et du même coup, après, on a pu développer, grâce à REF 3, en fait, tous les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, la gouvernance qui a été modifiée, et aussi, bien sûr, l'économie circulaire avec l'économie de la fonctionnalité. D'accord. Mais merci pour ce retour. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi appuyé sur un laboratoire, non? Oui, en 2015, on a créé un laboratoire commun avec le CTP, Centre Technique du Papier, pour justement mettre au point ces différents emballages. Donc, l'objectif, c'est d'être 100% recyclable, donc de n'avoir qu'une base papier et sans plastique. D'accord, c'est très clair. Autre question, c'est face à la crise, bon, comme vous le savez, de toute façon, face à la crise écologique que l'on vit, les entreprises doivent fournir un effort de plus en plus visant à atténuer leur effet sur l'environnement, mais aussi adapter leur organisation au changement. Dans quelle mesure les efforts selon vous, consiste à la fois à agir sur le milieu du travail et inscrire votre entreprise dans un écosystème territorial?
Donc oui, en fait, c'est vrai que face à la crise écologique et puis bon, la crise sanitaire qu'on a suivie en même temps, on a repensé nos manières de travailler. Donc avec du télétravail comme beaucoup, des réductions des déplacements clients avec des mises en place de visio. Et chez Mallanger, on n'a pas une organisation qui est pyramidale, donc chaque collaborateur est autonome, peut interagir également à différents postes. Et chacun est vraiment investi vers ce même objectif commun de transformer les emballages le plus naturel. Ensuite, dans la réorganisation, on a également changé nos habitudes d'approvisionnement des matières premières. Donc, c'est vrai qu'avant, on amenait un peu plus de plastique, d'aluminium. Après, on est passé de plus en plus et encore plus en constante utilisation de papier. Et enfin, les demandes clients, comme on disait tout à l'heure, nous ont poussé à développer donc notre engagement RSE et puis les lois AGEC, la loi de réalisation, la loi des 3R, et vraiment cette volonté de réduire l'utilisation du plastique. Aujourd'hui, en clientèle, on doit avoir 80% des demandes qui souhaitent un emballage recyclable. On n'a plus de gens qui ne se sont pas impliqués dans cette démarche. D'accord. Très bien. Merci. Une question par rapport pour rentrer un petit peu plus dans votre organisation, c'est que vous avez mis en place un modèle de management qui valorise les compétences et met l'accent sur l'autonomie des salariés. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus? Et à votre avis, dans quelle mesure le processus de transition écologique que vous avez engagé s'appuie sur le développement et la reconnaissance des compétences et le réaménagement de l'organisation du travail, mais qui soit soucieux de la qualité de vie de travail? Alors oui, sur l'organisation, en fait, on n'a pas, par exemple, de responsable d'atelier en tant que tel. Ce sont des leaders par machine qui sont désignés par leurs compétences, donc ils sont mis en avant par leurs compétences, et avec lesquels, en fait, toute l'évolution et tout l'avenir de la machine sera décidé. Donc, ils participent vraiment pleinement au développement de leur machine et donc du reste de l'entreprise. Ce qui a beaucoup joué aussi, et dans la modification de la gouvernance, c'est la mise en place de la recherche et développement dans l'entreprise. On travaille donc, comme je le disais tout à l'heure, avec le laboratoire. On a donc des scientifiques qui viennent nous aider. Par contre, pour la mise au point sur machine, il n'y a pas. On est bien obligé, derrière, d'impliquer totalement les conducteurs de machine. Et ce qui fait qu'eux finissent par augmenter donc leurs compétences, parce que c'est eux qui ont la maîtrise derrière de l'outil, et donc la maîtrise de la mise en place de cette R&D, sur laquelle ils participent pleinement de A à Z. Et donc ça a modifié considérablement les relations en interne, parce que chacun a eu accès à effectivement la possibilité de participer à ces développements de R&D, et même de tout type de projet. Par exemple, pour la RSE, l'année dernière, j'avais demandé si le but, c'est d'être en 2025 avec un bilan carbone zéro, comment on voit ça? Donc, chacun a pu participer et à ce moment-là, ils pourront prendre en charge un projet qui serait mis en place et pour le piloter de A à Z, même s'ils vont continuer leur job sur machine, par exemple. Mais en tout cas, ils pourront superviser les autres acteurs qui vont participer à la mise en place de ce projet. D'accord. En fait, vous confirmez que ce pilier social, c'est pas juste une question de point de vue de l'esprit, parce qu'on est convaincu de l'écologie, que dans l'écologie aussi il y a les ressources humaines, c'est que vraiment on doit s'appuyer sur ces ressources internes pour pouvoir faire ce passage à la transition. Ah oui, totalement, parce que ça a amené en plus du sens beaucoup plus facilement dans l'entreprise pour savoir exactement pourquoi on travaillait. Et c'est vraiment aussi, vous voyez, par exemple, vendredi prochain, on fait notre réunion annuelle qui permet de voir comment s'est déroulé sur cette année. Donc, c'est très transparent aussi en termes de chiffres, mais aussi sur les prochains axes de développement. Et c'est comme ça qu'on peut être amené à réviser soit nos valeurs internes, nos valeurs de fonctionnement entre nous et les valeurs qu'on doit développer au niveau des clients, mais aussi sur les futurs investissements ou les futurs développements sur lesquels chacun va pouvoir participer et donner son commentaire. D'accord, c'est très parlant, je vous remercie. J'ai une question un petit peu plus problématique. Votre transition est à l'œuvre, elle semble fonctionner. Alors, le but, c'est d'abord, comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que, selon vous, votre modèle économique, écologique et social vous semble pérenne? Et par exemple, comme je disais,
on pourrait vous reprocher, entre guillemets, au niveau écologique, vous fabriquez 100% de produits recyclables, mais à partir de papier, quoi. Et le papier, donc, comme on dit, ça vient d'arbres que l'on coupe, et sa fabrication, ça implique des produits chimiques, de la consommation, des émissions de carbone. Est-ce que vous avez poussé votre réflexion sur la recyclabilité jusqu'à l'approvisionnement en matières premières en début de process? Et puis, ce que je voudrais qu'on finisse par rapport, c'est de savoir comment vous inscrivez dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que l'économie circulaire sur laquelle vous vous inscrivez est-elle dépendante des usages des clients, de vos fournisseurs, pour résumer, d'une chaîne de valeur dont vous êtes un maillon? Alors, oui, alors pour nous, le système est pérenne et surtout améliorable, hein, comme vous le disiez là-dessus. Au niveau des appros de matière, il est important et c'est indispensable pour nous de prendre des papiers qui sont normés FSC, donc qui sont issus de forêts qui sont gérées durablement. On n'est pas là pour justement couper des arbres, etc. On pousse aussi plus loin à utiliser des papiers qui ne vont pas avoir de perturbateurs, par exemple des fluors ou des éléments autres dans ce type-là. Et on pousse aussi également, aujourd'hui, les papiers, les emballages qui sont recyclables doivent contenir un minimum de 50% de papier. Nous, on s'est imposé en fait notre propre norme où on doit s'imposer 80% de papier. Tout de suite être prêt au niveau européen et se dire également que se dire 50% de papier, est-ce que réellement après ça va être recyclé? On sait très bien qu'après les balles de papier ne sont pas forcément de bonne qualité, donc on s'impose des pourcentages supérieurs. On est vraiment le maillon d'une chaîne complète. Et on englobe toutes nos parties prenantes. On part des salariés, des clients, des fournisseurs, des banques qui nous accompagnent pour les financements. Vraiment, tout le monde a son importance dans cette chaîne. Merci beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est de finir mais très rapidement par une dernière question. Comme vous le disiez, un peu c'est le thème de ce sujet. On parle de plus en plus de transition écologique et de démarche RSE. Pensez-vous qu'il s'agit d'un effet de mode ou le reflet d'un phénomène plus profond? Pour moi, c'est vraiment un phénomène beaucoup plus profond. En tout cas, à notre échelle, à nous, ça nous a complètement modifié la stratégie de l'entreprise, puisqu'on cherche vraiment à être en avant et à devancer les prochaines évolutions en termes d'environnement et d'emballage. Par exemple, comme le disait Virginie, on a fait le choix de l'exclusion de certains produits ou de certaines molécules, comme par exemple, aujourd'hui, si vous allez chercher un sandwich et que le papier résiste bien aux graisses, il y a de fortes chances qu'ils contiennent du fluor, alors que nous, on a déjà exclu le fluor de toutes nos productions. On ne veut plus. On préfère sacrifier un segment de marché plutôt que de mettre sur le marché un produit qui ne correspond pas à nos valeurs et à l'évolution. Et en fait, vous voyez, sur la démarche, notre promesse, c'est vraiment que 100% de nos productions pour 2023 soient recyclables. D'accord. Donc, c'est pas pour faire beau, c'est pas de la communication. Ce sera vraiment dans la réalité que nos emballages correspondront à ça, avec une baisse du bilan carbone qui va être entre 15 et moins 65%. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. Merci. Ce que je vous propose, c'est que effectivement, on aborde les questions, si effectivement il y en a, et puis après qu'on passe à notre dernier témoignage, d'accord, avec Rêve 3, et je laisserai la main à Laurence Théry pour ce dernier témoignage. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour Oui, Kirstetter, Xavier? il y a une question effectivement à l'entreprise Malanguet. Pourriez-vous envisager de vous engager dans le vrac? Est-ce faisable? Et est-ce que ça pourrait aussi influencer vos clients et viser le réemploi plutôt que le recyclage? Pour moi, c'est quelque chose de parallèle. Les clients, en fait, ce qu'ils souhaitent d'un emballage, c'est que ça protège. Donc, je pense qu'il y aura des produits qui seront en vrac et qui seront très bien comme ça, avec des emballages qui seront réutilisables. N'empêche que pour d'autres, et notamment pour des marques, parce que le vrac, c'est pas facile d'avoir, sauf avoir des silos de marques spécifiques. Mais sinon, si les marques veulent pouvoir communiquer leurs produits auprès des consommateurs, il faut bien qu'il y ait un emballage qui soit là pour protéger le produit, puisque le but aussi de l'emballage, c'est d'amener à une consommation, à une DLUO qui puisse être quand même la plus importante possible. Ou tu veux donner un argument? Non.
Merci, Monsieur Presteter. S'il n'y a pas de questions, on passe au témoignage de Monsieur Verdier. Donc, Monsieur Verdier, vous êtes chef de projet REF3 à la CCI des Hauts-de-France. On a vu là avec les témoignages, les 2 témoignages, que la transition écologique finalement ne se fera pas sans l'expertise des salariés, dans une co-construction qui vise à produire pas simplement de l'innovation technique, mais aussi de l'innovation sociale. Et on a entendu également que cette transformation, finalement, impliquait des transformations sur la façon finalement d'organiser le travail et de manager, comme en témoigne Malangué, mais aussi une transformation profonde de la façon de produire. Et on voit que c'est pas simple. Et surtout une transformation de la façon de produire pour la rendre plus compatible avec la crise climatique actuelle. Alors comment en Hauts-de-France les entreprises sont-elles soutenues par REF3? C'est une première question. Et puis deuxième question, comment finalement se concrétise ce travailler ensemble dans l'accompagnement des entreprises, l'appui partenarial dont s'est fait l'éco Normandie Attractivité et puis Malangué, comment ça s'incarne concrètement en Hauts-de-France? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça, effectivement, comment ça peut s'imbriquer. Déjà, vous avez parlé, et les personnes avant moi ont parlé de transition écologique, on parlait de REF3 déjà avec Malangué. Donc, c'est très bien. On voit que c'est quelque chose qui est connu à travers le territoire. Mais pour comprendre comment on peut accompagner les entreprises vers ces changements-là, je vais faire très rapidement un tout petit peu d'histoire. Sur la 3e révolution industrielle, en fait, c'est la rencontre, la révolution industrielle, d'un moyen de communication avec une source d'énergie. Donc, on peut mettre tous les schémas qu'on veut sur la table. Il y en a un qui à retenir, c'est celui qui est au centre, où en fait, on considère qu'on aura atteint la révolution quand on aura réduit la consommation énergétique, notamment par des actions d'efficacité énergétique, et qu'on pourra consommer l'énergie renouvelable que l'on a produite sur le territoire à 100% des usages. Rien que ce petit schéma-là nous permet de voir que ce n'est pas que les entreprises, ou ce n'est pas que les territoires, ou ce n'est pas que les citoyens qu'il faut viser pour arriver à cet effet ciseau entre la consommation et la production d'énergie renouvelable, mais que c'est vraiment un écosystème d'acteurs, et les entreprises sont une partie de cet écosystème d'acteurs et ne sont pas forcément vues à part, mais elles sont vues comme des pièces du puzzle en fait du territoire, et comment elles peuvent travailler avec le territoire et comment à l'intérieur de ces entreprises on travaille au mieux pour que l'environnement et le développement durable en fait ils soient au service de l'entreprise et de ses salariés, et surtout pas l'inverse. Parce que si on va plutôt dans ce sens-là, on va se retrouver avec des notions qui ont été dites au tout début de greenwashing. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est antinomique avec une transformation écologique. Pour ce faire, on a 2 niveaux d'approche successifs que nous, on estime complémentaires. On a une première approche, en fait, qui est une partie optimisation que nos amis anglo-saxons aiment bien appeler des quick wins. Mais en fait, c'est comment, avec l'existant dans une entreprise, on optimise l'utilisation notamment des flux, de l'eau, de l'énergie, la gestion des déchets, l'optimisation aussi du bâtiment, et comment ces gains financiers et environnementaux qu'on fait là, soit on s'arrête là et on se paye une Porsche quand on est le patron de l'entreprise, mais ce n'est pas le but de la 3e révolution industrielle, mais comment ces gains-là, on les met au service de la vision stratégique et du changement de modèle économique de l'entreprise. Et c'est vraiment en réussissant à faire ça qu'on va réussir à transformer l'économie et à faire adhérer aussi les salariés, les employés au projet de l'entreprise quand elle va vers ce changement de modèle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a juste mis dans une définition, nous, de l'accompagnement d'entreprise, c'est comment intégrer REF3 dans son fonctionnement et dans sa stratégie. Et pour y arriver, comment on réfléchit à faire avec moins, c'est les quick wins. Comment on réfléchit à faire mieux, ça peut être de l'optimisation de process, par exemple,
mais comment on réfléchit surtout à faire différemment. Et c'est ce faire différemment, ces nouveaux modèles économiques qui vont nous permettre de travailler et d'apporter, alors on l'appelle communément la QVT, nous, peut-être on fait des petites erreurs de langage, mais comment on amène la réflexion de la qualité de vie au travail dans les entreprises. Si demain je visite une entreprise ou quand je rentre dedans, j'ai l'impression d'être dans Germinal, là, c'est quelque chose qui a été raté pour nous dans la transformation de l'entreprise et comment on va l'aider à faire autrement, à faire mieux pour que les salariés aussi se sentent à l'aise, se sentent bien et ont envie d'apporter quelque chose dans l'entreprise. Je vais donc vous dire un petit peu comment on amène ces réflexions-là. Déjà, c'est mettre le changement au service de l'entreprise et de l'humain. C'est-à-dire qu'on souhaite sortir d'un modèle de production de masse et plutôt partir sur un modèle de production d'usage. Quand je vous parle de nouveaux modèles économiques, sans dire de grossièreté, on aimerait bien que l'économie se rapproche de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire comment avoir une industrie qui soit forte, mais qui soit aussi responsable pour mettre l'industrie au service des services. Sortir de l'idée que pour gagner plus, il faut produire plus. Mais au contraire, que pour gagner plus, il faut produire mieux et il faut pour cela produire différemment. Donc, repenser les usages et sortir de cette relation un peu toxique du je prends, je consomme et je jette, déjà par la circularité. Et ça, Malingué l'a très bien expliqué, il va recycler, très bien, première étape. Mais aussi, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur on préfère ne pas rentrer dans un segment de marché plutôt que d'aller contre notre vision, parce que là, on est vraiment dans repenser les usages, en fait, et repenser ce qu'on est capable de faire pour répondre à un besoin du consommateur final, et non pas à tout prix créer un besoin par des effets de mode. Vous avez parlé aussi de ça. Est-ce que l'environnement, le développement durable, la QVT, c'est un effet de mode? Je pense que c'est tout le contraire. Il faut que ça rentre dans les usages pour contrer un petit peu ce que veulent nous faire croire certains en parlant d'effet de mode pour la troisième révolution industrielle. Juste quelques exemples là-dessus, notamment des entreprises qu'on a accompagnées et qui ont fait des actions qui rentrent dans cette réflexion de qualité de vie au travail. Je vais prendre l'exemple de CGF Charcuterie qui est au milieu. Donc, c'est un charcutier du littoral qui est basé vers Calais. Et lui, il a une réflexion, en fait, c'est que il y a un responsable prod, bien sûr, qui gère les machines, et il y a un responsable commercial, mais il y a aussi la possibilité pour tous les employés qui ont une vision un peu différente sur le process, sur la façon de travailler, sur la façon de nettoyer les machines, sur la façon de se garer sur le parking. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Il y a des réunions en fait qui sont faites pour faire remonter ces idées. Et si une idée, elle est pertinente, elle est mise un petit peu à l'approbation de tout le monde et le chef d'entreprise en fait va porter cette idée pour essayer de la développer dans l'entreprise tout en faisant en sorte qu'on comprenne bien que ça vienne de l'employé, qu'il a vraiment la parole dans la façon de la mettre en œuvre. Oui. Merci, Monsieur Verdier. Alors, CGF, c'est un bon exemple parce que la RACT a accompagné également cette entreprise sur l'amélioration des conditions de travail. Et finalement, la question qui se pose dans l'appui aux entreprises, c'est comment construire localement un écosystème d'appui qui tienne les différents points que vous avez évoqués, les questions techniques, les questions économiques, les questions de recherche et développement et aussi les questions de travail. Et donc, comment finalement pouvons-nous coopérer ensemble au service des entreprises et porter chacun sur ses champs et ses accompagnements. C'est déjà de montrer que les entreprises en fait font partie d'un système d'acteurs et qu'elles ne sont pas toutes seules. J'ai mis quelques acteurs là sur la slide suivante, mais effectivement l'entreprise, en fait, ce n'est pas une entité à part entière qui peut être prise et déplacée. On a vu dans les années passées, malheureusement, beaucoup de délocalisation parce qu'on recherchait uniquement à produire moins cher la pièce finale et à produire, du coup, toujours plus pour gagner plus.
Mais là, c'est vraiment de remettre en fait l'entreprise dans son territoire comme une pièce du puzzle territorial. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le conseil régional, c'est pour ça qu'on travaille avec l'ADEME, l'agence de l'eau, j'en oublie certainement dans les partenaires, et qu'on souhaite travailler de plus en plus avec des partenaires comme le Club Noé, qui sont là pour en fait penser l'économie autrement et mettre l'entreprise quelque part au service de son territoire et le territoire au service de son entreprise. Et pour penser le travail autrement, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'ARACT, vous le savez bien. Je me tourne, si Malangué est toujours, présent, je voudrais vous poser une question. Quel conseil vous pourriez donner aux entreprises qui nous écoutent pour bénéficier justement de cet écosystème de partenaires qui a été porteur pour vous? Non, vas-y. Oui, je voulais dire. Ouais. En fait, nous, la pièce maîtresse, ça a été quand même l'écoute client. C'est ce qui a vraiment tout déclenché, puisqu'on a vraiment cherché à coller, et on cherche toujours d'ailleurs, surtout à coller à la demande client, pour se dire, tiens, on nous demande ça, il faudrait aller dans ce sens-là, et à ce moment-là, c'est à nous aussi de suggérer des nouveaux axes de développement. Comme par exemple, on n'a pas de clients qui nous ont demandé de supprimer le chlore ou le fluor, mais ça, on l'a fait parce que justement, on a pris la démarche, et après, c'est ce qui a entraîné tout le monde. C'est parce que tout le monde a vu aussi en interne que ça se faisait en respect vraiment et en étant sincère vis-à-vis des orientations qui sont prises, et c'est ce qui a permis d'entraîner tout le monde. Merci. Je me tourne vers Nathalie Roussel aussi sur la question de coopération. En Normandie, dans votre territoire, comment ça se structure et est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ce qui a été présenté en Hauts-de-France? Alors, en fait, ce qu'on fait en Normandie, c'est que on travaille avec la région et puis on va vers l'ensemble des acteurs pour leur expliquer qu'on a des enjeux collectifs, aussi bien avec les CCI, justement, on travaille beaucoup aussi avec les CCI locales, bien sûr, les têtes de filière, mais aussi des structures comme l'APEC, comme Pôle emploi, avec des consultants. En fait, on explique. On vulgarise et on travaille ensemble. Merci. Et puis, je termine par une question à mes deux collègues, Nathalie et Xavier. L'ARACT porte des enjeux, les enjeux du travail et des relations sociales, hein, dont on a vu que c'était une des conditions de réussite. Comment voyez-vous l'inscription de l'ARACT dans ces écosystèmes porteurs? Le savoir-faire de l'ARACT, hein, c'est quand même l'animation de projets partenariaux, quoi. Donc, on a tous conscience que les enjeux du travail sont un peu masqués, hein, par les autres composantes, hein. Mais le but, c'est que effectivement, on puisse continuer ce travail et puis utiliser cette compétence pour mener des projets, pour faire du lien, du maillage entre entreprises, et puis effectivement pour aller dans le sens de ce troisième pilier dont on parle, quoi. On a l'exemple, on parle effectivement, Rêve 3, on travaille avec les services de la Chambre de commerce et d'industrie de Hauts-de-France, avec un club RH pour monter actuellement au niveau des Hauts-de-France un projet qui fasse le lien entre QVT et RSE. Ça peut être un moyen effectivement de pouvoir transmettre cette idée, effectivement, ce maillage, cette cohabitation, cette intégration des trois piliers envers d'autres entreprises. C'est notre objectif. Merci Xavier. Et Nathalie, en un mot, pour qu'on puisse tenir notre temps et répondre aux deux questions là, qui viennent d'apparaître. Pas de souci, mais je vais juste compléter en tout cas cette question de maillage. C'est vrai que par exemple pour nous, ça nous a paru complètement logique de s'intégrer au projet que Normandie Attractivité lance justement pour être avec l'ensemble des partenaires, parce qu'on voit bien ça, la question de la transition écologique amène
voilà, nous amène à réfléchir sur des dimensions complémentaires. Donc, c'est tout l'intérêt. Et c'est vrai que l'équivalent en Normandie, c'est le club Inné, hein, par rapport au club Noé. Et c'est justement le rôle de l'ARACT, c'est un partenaire avec qui on travaille depuis quelques temps, où c'est notre rôle aussi de les mettre en relation pour que l'ensemble de ces acteurs puissent travailler ensemble. Donc, voilà. Donc, à la fois du maillage entreprise, mais aussi des maillages entre partenaires. Merci. Alors, quelques questions dans le chat. Oui, autour de retour d'expérience de coopération entre entreprises et structures territoriales, communes, syndicats du territoire. Est-ce que vous avez ça en tête, Monsieur Verdier? Oui, on a effectivement ce type de coopération et je vais en prendre un exemple qui est autour de l'écologie industrielle et territoriale. Puisqu'on a développé un outil qui s'appelle Actif. Et le but de cet outil, c'est de permettre aux partenaires des CCI, mais je vais dire aux partenaires institutionnels, donc collectivités, communes, communautés de communes, clubs d'entreprise, je pense à Ecopal par exemple, ou au Pôle Cinéo, de travailler sur l'échange de flux. Ça peut être de la gestion des déchets, ça peut être de l'énergie, ça peut être aussi du personnel. Ça peut être de la logistique, ça peut être de l'organisationnel, mais comment on peut, à travers l'utilisation d'un outil partagé et partenarial à l'échelle des Hauts-de-France et de l'ensemble des partenaires, coopérer sur, par exemple, le dernier exemple en date qu'on a, c'est une entreprise qui avait besoin d'une personne pour son accueil à mi-temps et qui du coup avait trouvé la perle rare, mais la personne souhaitait un temps plein et on a pu mutualiser entre la collectivité et l'entreprise pour créer un temps plein. Donc la personne a été embauchée, tout le monde est content, la collectivité, l'entreprise, et ça a pu se faire grâce à une coopération entre d'un côté les entreprises et de l'autre côté la collectivité. C'est l'exemple le plus récent et je pense qu'il est assez parlant et je pense qu'il peut être démultiplié dans à peu près toute la région et en tout cas toutes les régions de France. Et cet outil Actif que vous proposez, il est actionnable par toutes les entreprises intéressées. Alors, il est piloté par la CCI. Les entreprises doivent passer par le partenaire qui adhère en fait à l'outil. Et le partenaire, c'est une collectivité, une communauté de communes. Ou si vous avez en tête une entreprise qui est partante, vous nous appelez en tant que CCI. Et nous, on a un petit questionnaire à déployer auprès de l'entreprise. Et une fois que le questionnaire est rempli, on met sa demande ou son besoin dans l'outil et on voit si des synergies sont possibles avec ses partenaires autour, avec ses voisins, avec les entreprises qui sont déjà rentrées dans l'outil. Merci. Une autre question, est-ce qu'engager une démarche RSE permet et incite et ouvre vers de nouveaux partenariats ? Forcément. Du moment que l'entreprise va se questionner, l'entreprise va forcément s'ouvrir automatiquement à d'autres partenaires. Parce que quand on est chef d'entreprise ou quand on est responsable de prod, on n'a pas forcément la vision de l'ensemble des partenaires qui existent aujourd'hui pour l'entreprise. Nous, on le voit tous les jours. Quand on va parler auprès des entreprises sur ces démarches-là, il y a toujours des contacts, que ce soit alors, des fois vous l'ARACT, ou que ce soit l'ADEME, ou que ce soit l'agence de l'eau, ils nous disent « Ah ben non, je ne connais pas, ah ben non, je n'ai pas contacté ». Donc forcément, quand on va engager une démarche RSE, une démarche un peu plus globale et qu'on se pose des questions, on va forcément aller voir d'autres partenaires et on va forcément créer des partenariats qu'on n'imaginait pas au départ. Ça peut être pour de la vente, ça peut être pour des besoins, ça peut être pour des usages. C'est comme ça que ont été créés beaucoup de sites de covoiturage inter-entreprises parce qu'on ne se posait pas vraiment la question, mais on se rend compte que travailler avec sa collectivité, on peut arriver à ce type d'usage. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. J'ai vu les questions. Juste, je réponds, mais basculer vers une production d'usage et mettre l'industrie au service des services, ce n'est pas du tout du toyotisme, ce n'est pas du tout du just-in-time, au contraire. Bon, et du coup, on va être disponible par mail s'il faut aller plus loin dans la discussion. Oui, n'hésitez pas à prendre les contacts avec les différents intervenants. Bon, écoutez, je vous remercie tous pour ce webinaire et votre contribution active et au partenariat qu'ils engagent. Je vous invite à aller sur les sites internet de chaque structure, la CCI REF3 et puis en Normandie également
donc Normandie Attractivité, et sur les sites des ARACT où des outils vous seront proposés. Je vous remercie beaucoup, notamment nos 2 témoignages d'expérience et d'entreprise, et puis vous invite à engager dans vos Je suppose que Laurence veut dire dans vos structures respectives. Oh, quelle complémentarité. Merci à tous et bonne fin de semaine pour la qualité de vie au travail. Ça va clôturer le webinaire. À bientôt. Merci. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir, merci.